Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va traiter le dernier pendule. C'est le pendule simple. Le pendule simple, c'est un cas particulier des pendules pesants, tel que la distance OG est égale à L. C'est la longueur des fils. Et G delta, le moment d'inertie, égale M, L au carré. Donc tout d'abord, je vais reprendre la définition des pendules simples. Donc le pendule simple, c'est tout simplement, c'est un système formé d'un fil de longueur L, de masse négligeable et inextensible. À l'extrémité de ce fil, donc on suspend un solide S de masse petit m. Lorsqu'on écarte donc le solide de sa position d'équilibre, on constate qu'il va effectuer un mouvement de va-et-vient. Donc c'est un mouvement oscillatoire et plus précisément donc c'est un mouvement de rotation. Dans cette partie, on va traiter l'étude dynamique et l'étude énergétique. Donc je dois faire la même démarche vue au pendule pesant. Donc en commençant par définition, donc le pendule simple, c'est un système formé d'un objet ponctuel, donc d'un objet ponctuel de masse petit m, accroché à un fil inextensible et de masse négligeable. Donc le système est en équilibre. Maintenant on écarte. Lorsqu'on écarte donc le solide ponctuel d'un angle θ par rapport à la position d'équilibre, on constate qu'il va effectuer un mouvement de va-et-vient. Donc c'est un mouvement oscillatoire. Donc notre objectif, c'est de chercher donc ce qu'on appelle l'équation qui caractérise ce type de mouvement. Donc on passe à la question donc de 1. C'est l'équation différentielle des mouvements. Donc pour trouver l'équation différentielle des mouvements, donc je dois utiliser dans ce cas deux méthodes. Soit donc la méthode donc de la relation fondamentale de la dynamique, lorsque le solide donc est en mouvement de rotation, donc ou bien on applique la deuxième loi de Newton si je considère tout le système donc en mouvement de translation. Donc, première méthode. Voilà, donc je vais commencer par la première méthode. Donc, la première méthode, donc c'est à partir de la relation fondamentale de la dynamique. Fondamentale de la dynamique. Donc, la relation fondamentale de la dynamique nous a dit que la somme des moments, des forces extérieures exercées sur le système étudié égale G delta θ de point. Avec G delta, c'est le moment d'inertie. Pour le pendule simple, G delta, c'est toujours M fois L au carré. Avec M, c'est la masse de l'objet ponctuel. L, c'est la longueur des fils. Donc, en commençant par faire le bilan des forces exercées sur le solide. Donc, bilan des forces exercées sur le solide S. Voici le solide. Donc, sur le solide S. Voilà, donc il y a ce qu'on appelle le poids. Donc, le poids de S. Et il y a aussi ce qu'on appelle T ou bien F. T, c'est la tension des fils. La tension des fils. Donc, je vais représenter les deux forces. Donc, voici le poids. Ça, c'est P. Et ça, c'est donc T. Ensuite, on applique la relation fondamentale de la dynamique dans un référentiel terrestre, c'est posé galiléen. Donc, M delta de P plus M delta de T égale G delta θ
θ 2 points. Donc, je vais tout d'abord chercher donc l'expression du moment du poids et le moment de la tension du fil. Donc, pour m delta de t. Donc, donc la tension coupe l'axe delta. Donc, l'axe, donc c'est un axe horizontal. Donc, puisque l'axe est horizontal et t coupe l'axe delta au point O, donc son moment est égal à 0, car donc t coupe l'axe delta. Maintenant, il faut chercher donc le moment de P. Donc, pour déterminer le moment de P, donc je dois utiliser donc l'expression suivante. C'est plus ou moins P multiplié par D. Est-ce que je prends plus ou bien moins, puisque mon système donc varie dans ce sens et le poids va faire tourner le solide S dans le sens opposé, donc son moment est compté négativement, fois D. Maintenant, cherchons quoi? Et il faut chercher D. Donc, D représente la distance séparant l'axe delta et la direction dP. Donc, pour faire donc ce qu'on appelle, pour déterminer D, il s'est fait de prolonger le poids P. Donc, on prolonge la direction de P. Et pour déterminer D, je prends le point où se trouve l'axe delta, c'est le point O, et on projette orthogonalement. Donc, ça, c'est D. Donc, cette droite et celle-là sont parallèles. Ils sont interceptés par cette droite. Donc, l'angle θ, c'est celle-là. Donc, D représente pour θ l'angle, donc l'opposé. Donc, j'utilise sinus. Donc, sinus θ, c'est D divisé par O. Donc, ça, c'est G. Donc, OG. Ce qui implique D égale OG fois sinus θ. Et OG n'est que la longueur des fils. Donc, c'est L fois sinus θ. Donc, finalement, le moment de P, donc le moment de P, c'est moins P, c'est-à-dire moins M fois G fois L fois sinus θ. Ensuite, je vais remplacer dans cette expression. Donc, on obtient moins mg L sinus θ plus 0 égale G delta fois θ 2 points. Et puisque G delta égale ml carré, donc on obtient moins m gl sinus θ égale G delta, c'est toujours m l au carré fois θ 2 points. En simplifiant par m et en simplifiant par l, on obtient donc moins g sinus θ égale l θ 2 points. Donc je divise les deux termes par l, on obtient θ 2 points plus g sur l fois sinus θ égale à 0. Et c'est là, donc ça c'est l'équation différentielle du mouvement. Donc c'est une équation différentielle non linéaire. Donc le mouvement n'est pas sinusoïdal, mais c'est un mouvement périodique. Donc pour θ inférieur ou égal à 15 degrés, c'est-à-dire je travaille dans l'approximation du faible angle. Donc je peux remplacer sinus θ par θ. Donc on trouve que θ 2 points plus g sur l fois θ égale à 0. Et ça c'est l'équation différentielle du mouvement. Donc, du mouvement vérifié par θ. Avec θ, c'est l'abscisse angulaire. Donc, maintenant on peut utiliser une deuxième méthode. Donc, la deuxième méthode, c'est on applique ce qu'on appelle deuxième méthode, c'est deuxième loi de Newton. Donc, on applique la deuxième loi de Newton. Donc, vous avez ici, donc, je vais reprendre le schéma. Donc, ça c'est O et ici c'est G. L'axe delta passant par le point O, ici c'est θ. Donc,
puisque je peux considérer que ça, c'est un mouvement, donc c'est un mouvement circulaire. Ou bien, dans le cas général, donc je peux considérer que mon système est en mouvement de translation. Donc, vous avez ici, ça c'est le poids P, et ça c'est T. Donc, puisque c'est un mouvement circulaire, donc le repère nécessaire pour projeter les deux vecteurs force, c'est le repère de Freinet. Donc, bilan des forces. Le bilan des forces exercé bien sûr sur S. Voici S, c'est un objet ponctuel. Il y a le poids, donc le poids de S. Donc, il y a T, la tension des fils. Maintenant, la deuxième loi de Newton. Donc, dans un référentiel terrestre, c'est posé galiléen. Donc, dans le référentiel terrestre, c'est posé galiléen. Bien sûr, relié, donc, au repère de Freinet. Relié au repère de Freinet. On a vu que le repère de Freinet, c'est un repère mobile. D'origine, le système étudié, donc c'est le centre d'inertie de l'objet ponctuel, deux vecteurs unitaires U dirigés dans le sens des mouvements. Voici le sens des mouvements. Donc ça c'est le vecteur unitaire I. Elle est tangente, donc elle est tangente aux trajectoires circulaires. Et de vecteur normal N, perpendiculaire à I, mais dirigé vers le centre de la trajectoire. Donc je peux considérer que ça c'est, donc il décrit une trajectoire circulaire de centre O, et de rayon, c'est la longueur des fils. Donc, je vais projeter, donc deuxième loi de Newton, sur le repère de Freinet. Voilà, donc, deuxième loi de Newton. Donc, la deuxième loi de Newton, c'est que P plus T égale MA. Donc, je vais projeter sur le repère de Freinet. Donc, projection sur le vecteur U et le vecteur N. Donc, on obtient PT, c'est-à-dire la projection sur le vecteur tangent plus T de T égale MA T. Avec AT, c'est l'accélération, donc tangentielle. Ici, PN plus TN égale MAN. Bien sûr, avec AT, c'est D de V sur D de T et AN, c'est V au carré sur le rayon de la trajectoire. Donc le rayon de la trajectoire ici, le rayon de la trajectoire circulaire, c'est la longueur donc des fils, V au carré. Et on a vu que pour un mouvement circulaire, donc il y a une relation entre la vitesse linéaire et donc ce qu'on appelle la vitesse angulaire. C'est que donc, on a D sur D de T, et V, c'est toujours le rayon de la trajectoire multiplié par ce qu'on appelle la vitesse angulaire. On a vu tout ça dans la leçon concernant le mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Donc, je vais remplacer, donc on trouve AT, c'est tout simplement L, θ, 2 points. Et AN, c'est tout simplement, donc, L, θ point au carré. Donc, on obtient finalement PT plus T de T égale M, L, θ 2 points. Ça, c'est la projection sur le vecteur unitaire I. Donc, ici, c'est la projection sur le vecteur N. Donc, Pn plus Tn égale tout simplement M, V au carré. Donc, c'est L, θ point au carré. Maintenant, il reste à déterminer P de T. Donc, je dois déterminer PT et T de T. Donc, pour P de T. Donc, ça, c'est le vecteur tangent.
Ça, c'est la direction du vecteur tangent. Donc, P de t, c'est la projection de ce vecteur sur ce qu'on appelle la tangente. Donc, ça, c'est la projection orthogonale. Donc, tout ça représente P de t. Donc, je vais prolonger ici la direction de n. Donc, cette droite et celle-là sont parallèles, interceptées par cette droite. Donc, cet angle, c'est celle-là. Donc, ça, c'est θ. Et puisque cette droite et celle-là sont parallèles, interceptées par cette droite, donc l'angle θ, c'est celle-là. Donc, il faut faire attention. Donc, il faut maîtriser bien ce calcul. Donc, qu'est-ce qu'il représente P de t pour θ? C'est le côté opposé. Donc, puisque P de t, c'est le côté opposé, donc je dois utiliser la fonction sinus. Donc, sinus de θ égale moins P de t sur P. Pourquoi on a utilisé le signe moins? Puisque le vecteur tangent U et P de t ont de sens opposés. C'est pour ça qu'on a P de t. Donc, P de t, c'est moins P sinus θ. La même chose, je dois déterminer T de... Donc, T de t, c'est la projection de la tension sur le vecteur tangent. Donc, ça représente le diamètre. Et ça, c'est donc la tangente. Donc, ils sont perpendiculaires. Donc, puisque T est perpendiculaire à I, donc T de t égale à 0, car T perpendiculaire au vecteur tangent. La même chose, donc maintenant, je dois déterminer ce qu'on appelle, je dois déterminer PT et donc Pn et T de n. Projection maintenant sur n, sur la normale. Voici P, donc je projette ici. Donc tout ça représente Pn. Donc Pn représente pour l'angle θ le côté adjacent. Donc on utilise cos θ. Et puisque n et Pn ont de sens opposés, donc on utilise aussi le signe moins sur P. Donc P, ici c'est Pn, pardon, donc Pn c'est moins P fois cosinus θ. La même chose, projection de Tn. Donc pour trouver Tn, donc T et n sont parallèles et de même sens. Donc Tn c'est T. Donc Tn c'est T. Finalement on remplace. Je vais remplacer P de T par son expression, donc c'est moins P c'est mg sinus θ égale m, donc m, l, θ 2 points. Maintenant, projection sur la normale. Donc Pn c'est moins mg cosinus θ plus Tn, donc Tn c'est T, égale m, l, θ point au carré. Donc on a trouvé, donc en simplifiant ici par m, on obtient, donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'expression qu'on cherche. Donc on obtient donc moins g sinus θ égale l θ 2 points. Et l'autre expression c'est moins mg cosinus θ, donc plus t égale m l θ point au carré. Donc cette équation, ce n'est pas une équation différentielle car il contient une inconnue, donc c'est t. Donc l'équation différentielle, d'où l'équation différentielle du mouvement est moins g sinus θ égale l θ 2 points. Donc on obtient θ 2 points plus g sur l fois sinus θ égale à 0. Et ça, c'est l'équation différentielle, mais n'est pas linéaire. Donc, je dois linéariser cette équation différentielle. Donc, je travaille dans l'approximation des faibles angles, c'est-à-dire 15 degrés. Donc, sinus de θ est donné, donc est remplacé par θ. Donc, on trouve θ 2 points plus g sur l fois θ égale à 0. Et ça, c'est l'équation différentielle trouvée par la première méthode. Donc, pour le pendule simple, il y a deux façons pour trouver l'équation différentielle. Soit en utilisant la relation fondamentale de la dynamique
en considérant que le solide effectue un mouvement de rotation, ou bien on applique la deuxième loi de Newton en considérant que tout mon système décrit une trajectoire circulaire C de centre O et de rayon R égale la longueur des fils. Donc ça c'est donc pour appliquer la deuxième loi de Newton. Maintenant on passe à la solution de l'équation différentielle. Donc c'est la troisième paragraphe. Donc voilà donc l'équation définition. Donc 1, 3, la solution de l'équation différentielle. Donc la solution de l'équation différentielle, on a vu tout ça, donc la solution de l'équation différentielle θ de point plus G sur L fois θ égale à 0. Et toujours, c'est la même chose que vu dans le pendule pesant et dans le pendule de torsion. C'est θ max fois cosinus 2p sur T0 fois T plus phi. Avec θ, c'est l'abscisse angulaire. C'est un paramètre qui permet de repérer la position d'un objet en mouvement de rotation. θ max, c'est l'amplitude des oscillations, ou bien c'est la valeur maximale de l'abscisse angulaire. T0 représente la période propre des oscillations, phi c'est la phase à l'origine. Donc T0, c'est la période, donc la période propre. La période propre. Donc, sa valeur, donc la période propre, sa valeur, c'est tout simplement donc T0 égale 2P racine, et je vais inverser cette expression. Donc, c'est L divisé par G. Donc, je peux démontrer cette expression. Il suffit de remplacer la solution dans l'équation différentielle. Donc, je dois dériver deux fois. Donc, l'abscisse angulaire, et j'ajoute G sur L θ égale à 0. Après tout calcul fait, on trouve cette valeur. Donc, elle s'exprime en secondes. Donc, c'est la période propre des pendules simples. L, c'est la longueur des fils. G, c'est l'intensité de pesanteur. Maintenant, il faut chercher phi. Phi, c'est la phase. La phase, à l'instant t égale à 0. Donc, pour la déterminer, on utilise, pour la déterminer, donc, on utilise ce qu'on appelle les conditions initiales. Les conditions initiales, c'est-à-dire à partir de l'expression de θ de t, qui est égale θ max, cos 2p sur t0 fois t, plus phi. Les conditions initiales, ça veut dire que je dois remplacer t par 0. Donc, à t égale 0, on obtient θ de 0, θ max cosinus de phi. Donc, finalement, cosinus de phi, c'est θ de 0 sur θ max. Donc, si je fais représenter la courbe de cette fonction, donc on trouve que la même courbe vue dans le pendule pesant et le pendule de torsion. Donc, je vais représenter la courbe de cette fonction. Donc, θ en fonction du temps. Donc, par exemple, à l'instant t égale 0, donc la courbe commence ici. Donc, ça c'est T0. Ça, c'est θ max. Ça, c'est moins θ max. Donc, pour déterminer, par exemple, phi, donc θ de 0, dans ce cas, c'est θ max. Donc, cosinus de phi égale à 1. Ça veut dire phi égale à 0. En donnant, par exemple, c'est en donnant θ de t, mais la courbe commence de l'origine vers le haut. Donc, ça, c'est θ max. Donc, mais θ de 0 égale 0. Donc, cosinus de phi égale θ de 0 sur θ max, donc égale à 0. Ce qui implique que phi égale soit plus ou bien moins pi sur 2. Est-ce que je prends plus pi sur 2 ou bien moins pi sur 2? Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois calculer donc θ point
à l'instant t égale à 0, c'est-à-dire la vitesse angulaire. Et la vitesse angulaire n'est que le coefficient directeur de la courbe à l'instant t égale à 0. Et ça, c'est le coefficient directeur. Elle est croissante. Donc, le coefficient directeur est croissant, ça veut dire ça est positif. Et ça, c'est positif, donc je dois calculer la dérivée de cette fonction. Et tout ce calcul, on a vu dans donc, les capsules précédentes. Donc, il s'est fait de consulter les capsules précédentes pour voir la méthode de travail. Donc, après tout calcul fait, on trouve que phi égale à moins P sur 2. Si la courbe commence de 0 vers le bas, donc on trouve que phi égale P sur 2. Donc, c'est un calcul facile à manipuler. Donc, le mouvement, conclusion, le mouvement du pendule simple est un mouvement donc de rotation, c'est un mouvement de rotation sinusoïdale et périodique. Votre attention, elle est sinusoïdale lorsqu'on travaille dans les faibles angles, c'est-à-dire dans l'approximation où θ est plus petit que 15 degrés. Voilà. Maintenant, donc, on attaque. Donc, avant d'attaquer le second paragraphe concernant l'étude énergétique, donc, je vais signaler une remarque. Donc, c'est très important. Donc, remarque. Donc, je dois poser la question. Donc, la question suivante, et cette question, c'est pour différencier les élèves. Par exemple, en donnant la question suivante. Calculons T. Qu'est-ce qu'elle représente T? La tension. L'intensité, de la tension défile lorsque S passe par sa position d'équilibre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme donné? On donne par exemple que θ max égale P sur par exemple, ou bien tout simplement, donc θ égale, je prends donc 12 degrés. Donc je dois la convertir en radians. Donc c'est facile à convertir cette expression. Donc ce qui nous intéresse, c'est le calcul. Donc pour calculer T, donc il s'est fait d'utiliser la projection sur le vecteur normal. Donc dans le repère de Freinet, on a vu cette démonstration. On a vu que moins mg cosinus θ, dans le paragraphe 2, lorsqu'on veut chercher l'équation différentielle à partir de la deuxième loi de Newton, on a trouvé que moins mg cosinus θ plus t égale m l θ point au carré. Et ça, c'est donc à partir de la projection, on a projeté la deuxième loi de Newton, donc m, ma sur n. On a trouvé que Pn plus Tn égale MAN. Pn c'est moins P fois cos θ, Tn c'est plus T, et MAN c'est tout simplement V au carré sur L. Et V c'est L au carré, θ point au carré. L avec L, après tout calcul fait, on trouve cette expression. Voilà. À partir de cette expression, donc je peux trouver T égale M L θ point au carré plus mg cos θ. Je factorise par m, on trouve que L θ point au carré plus g cos θ. Donc revenons à la question. Le solide S passe par sa position d'équilibre. Donc puisque S passe par sa position d'équilibre, donc θ égale à 0. Donc finalement T devient M facteur de L θ point au carré, et puisque θ égale 0 implique automatiquement que la vitesse angulaire
la vitesse angulaire, elle est maximale. Elle est maximale, c'est très important. Donc, lorsque donc θ égale 0, donc devient θ max plus g cosinus de quoi? Je remplace θ par 0, donc c'est le cosinus de 0. Et cos de 0, c'est 1. Donc on trouve ml carré, θ point carré plus g. Voilà, avec θ point, c'est quoi? Donc θ point max. Donc θ point max, c'est, on a vu dans le pendule pesant, et je peux faire la démonstration aussi. Donc c'est 2p sur T0 fois θ max. Donc comment on a trouvé cette relation? Il suffit de reprendre la solution θ max cos 2p sur T0 fois T plus phi. Je dois dériver cette fonction, on obtient θ point égale moins 2p sur T0 θ max sinus de ça. Donc je vais encadrer cette expression. On trouve que la valeur maximale de la vitesse angulaire, c'est cette expression. C'est 2p sur T0 fois θ max. Il suffit donc de faire l'encadrement. Donc c'est un calcul facile. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient T égale M, L fois θ point max. Ça veut dire c'est 2p sur T0 au carré, θ max au carré plus g. Voilà, très bien. Or, on a vu que 2p sur T0 égale quoi? Égale au carré égale tout simplement g sur L. Pour montrer cette expression, il suffit de refaire l'expression. Donc 2p, T0, donc 2p fois, donc égale L sur G. Donc T0 sur 2p au carré, c'est L sur G. Et si je fais l'inverse, on obtient donc G sur L. Voilà, donc je vais remplacer ça. Donc dans l'expression, on obtient M facteur de L fois 2p, donc c'est G sur L, fois θ max au carré plus G. En simplifiant par L, on obtient M facteur de G, θ max au carré plus G. Donc on obtient mg facteur de θ max au carré plus 1. Donc il s'est fait de convertir ça en radians. Donc c'est 12 fois P divisé par 180 et devient en radians. Donc vous avez θ max. Donc je remplace tout ça au carré. J'ajoute 1 multiplié par la masse de l'objet, c'est une donnée de l'exercice. L'intensité de la pesanteur, c'est aussi une donnée de l'exercice. Et donc je peux trouver donc la tension des fils à partir de la deuxième loi de Newton, en projetant bien sûr dans le repère de Freinet, puisque le repère de Freinet, c'est un repère utilisé pour donc les mouvements de rotation, c'est-à-dire ou bien le mouvement donc circulaire. Donc il faut faire attention, c'est un calcul que je dois maîtriser par cœur. Maintenant on passe à la deuxième paragraphe concernant l'étude énergétique. Donc l'étude énergétique des pendules pesants, donc des pendules simples, c'est la même que dans le pendule pesant. En remplaçant tout simplement, il suffit de remplacer OG par la longueur du fil et remplacer G delta par ML au carré. Et on trouve donc les différents types d'énergie. Donc en commençant par 1, 2, l'énergie cinétique. L'énergie cinétique. Voilà, donc l'énergie cinétique par définition, EC, c'est l'énergie cinétique des fils plus l'énergie cinétique de l'objet ponctuel. Et puisque l'énergie, donc l'énergie cinétique des fils plus l'énergie cinétique de l'objet ponctuel. Le fil est un fil inextensible de masse négligeable. Donc son énergie cinétique égale à 0. Donc il reste seulement l'énergie cinétique des solides S. Donc c'est 1,5 G delta
fois θ point au carré. Dans le cas de rotation. Ou bien, c'est 1,5 mv au carré. Lorsque je considère que mon système est en mouvement de translation. Donc, 1,5 g delta θ point au carré ou bien 1,5 m v au carré. Bien sûr, avec v, c'est L fois θ point. Donc, c'est très important. Donc, l'énergie cinétique devient 1,5 g delta θ point au carré. Maintenant, la vitesse angulaire. Donc, g delta, c'est le moment d'inertie. Le moment d'inertie. Donc, elle s'exprime en kilogrammes mètre carré. θ point, c'est la vitesse angulaire en radians par seconde. Donc, je vais calculer θ point. θ point de t, c'est d de θ sur d de t. Donc, c'est la dérivée par rapport au temps de θ max cosinus de p sur t0 fois t plus phi. Donc, on avait tout ce calcul dans le pendule pesant. Donc, c'est moins 2p sur t0 fois θ max sinus 2p sur t0 t plus phi. Donc, on trouve finalement l'énergie cinétique devient 1,5 g delta fois donc θ point. Donc, c'est 2p sur t0 au carré fois θ max au carré fois sinus au carré 2p sur t0 t plus phi. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est que g delta ici, c'est 1,5 m L au carré. 2p sur t0 au carré, on a trouvé que c'est g sur L fois θ max au carré sinus au carré 2p sur t0 fois t plus phi. En simplifiant par L, on obtient 1,5 m, donc g fois L θ max au carré sinus au carré. Voilà. Ça, c'est l'expression de l'énergie cinétique en fonction des temps. Si je vais représenter le diagramme énergétique, c'est le même diagramme concernant le pendule pesant. Donc, l'énergie cinétique devient donc en fonction des temps. Voici le diagramme d'énergie. EC en fonction des temps. À l'instant t égale 0, donc je considère que ça c'est la valeur maximale. Voici la courbe donc de l'énergie cinétique. Maintenant en fonction de θ. Donc comment je dois relier EC en fonction de θ. Donc en fonction de θ. Voilà, donc vous avez quoi? Donc EC, c'est 1,5 G delta, 1,5 pardon, donc M, G, voilà, fois L, θ max au carré, sinus au carré, 2P sur T0 fois T plus phi. Voilà, dans le cas, lorsque vous avez ici, c'est l'origine, donc lorsque θ prend la valeur maximale, ou bien moins la valeur maximale, donc moins θ max. Donc lorsque θ égale plus ou moins θ max, donc la vitesse angulaire est nulle. Donc l'énergie cinétique aussi est nulle. Mais lorsque θ égale à 0, alors que θ point est égal à θ point max, qui est égal 2P sur T0 fois θ max. Donc, l'énergie cinétique est maximale. Et sa valeur, c'est 1,5 M, G, L, θ max au carré. Voilà, voici sa courbe. En fonction de θ, donc les valeurs extrémales, donc ça c'est θ max, moins θ max. Pour θ égale 0, elle est maximale. Et pour θ égale plus ou moins θ max est égal à 0. Voici la courbe. Donc ça c'est la courbe de l'énergie cinétique. Maintenant on passe donc à l'énergie potentielle. Donc de l'énergie. Donc l'énergie potentielle du pendule
l'énergie potentielle des pendules pesants. Donc c'est une énergie de position, c'est-à-dire c'est une énergie potentielle de pesanteur. Par définition, EPP c'est mgz plus une constante. Donc la constante égale 0 lorsque le pendule, c'est-à-dire S, est en équilibre. Donc, en équilibre. Donc, on trouve que EPP, c'est mgz. Maintenant, il faut chercher quoi? Il faut chercher Z en fonction des temps. On a trouvé ce calcul. Donc, vous avez ici, je vais reprendre le schéma. Donc, je vais reprendre le schéma ici. Voilà. Donc, ici, c'est le support. Donc, ici, c'est la position d'équilibre. Et vous avez ici le solide S. Voilà. Donc, à l'instant T égale 0, donc le solide, il est... Donc, ça, c'est le centre d'inertie. Occupe, donc, G0. Donc, pour déterminer l'énergie potentielle de pesanteur, on choisit un axe orienté vers le haut. Donc, c'est l'axe d'IZ. Donc, son origine, c'est O', puisque ça, c'est O. Donc, où se trouve l'axe delta? Repéré, bien sûr, par θ. Donc, on projette orthogonalement du centre d'inertie sur l'axe d'IZ. Donc, cette distance représente H. Donc, cette distance n'est que Z. Donc, pour déterminer Z, donc, pour exprimer Z en fonction de θ, il suffit d'utiliser la relation de Schall. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a donc O', donc c'est OG, ou bien OG0. Donc, c'est un calcul vu dans le pendule pesant. Et OG0 n'est que OH, plus HO', et HO' n'est que EZ. Donc, ce qui implique Z égale OG0 moins OH. Et OG0 n'est que OG. Puisque G se trouve à l'instant T égale 0 au point G0. Donc c'est OG moins OH. Donc il faut chercher OH. Donc qu'est-ce qu'elle représente OH? Donc ça c'est un angle droit. Donc OH représente pour θ l'angle adjacent. Donc on utilise ce qu'on appelle le cosinus. Donc le cosinus de θ, c'est OH divisé par OG. Donc OH devient OG fois cosinus θ. Donc ce qui implique donc Z égale OG moins OH qui est égal OG cosinus θ. Et OG n'est que la longueur du fil, c'est L. Donc on obtient finalement ce qu'on appelle Z égale L moins L cosinus θ. Donc c'est L facteur de 1 moins cosinus θ. D'où l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. C'est mg L facteur de 1 moins cosinus θ. Et c'est la même expression vue dans le pendule pesant. Dans le pendule pesant, on a trouvé que EPP égale M, GOG, facteur de 1 moins cosinus θ. Et puisque le pendule simple, c'est un cas particulier des pendules pesants, il suffit de remplacer OG par L. Donc, on obtient MGL facteur de 1 moins cosinus θ. Et dans les faibles, dans l'approximation, dans le cas où θ est plus petit que 15 degrés, donc le cosinus θ est remplacé par 1 moins θ au carré sur 2. Donc, c'est une expression toujours mentionnée dans l'énoncé. Donc, ce n'est pas la peine pour apprendre par cœur. Finalement, donc, on obtient l'expression de EPP en fonction de θ. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, EPP, c'est mg, L facteur de 1 moins 1 plus θ au carré
sur 2. Donc, on trouve c'est MGL fois θ au carré sur 2. C'est-à-dire 1 demi MGL fois θ au carré. Et ça, c'est l'expression de EPP en fonction de θ. Si je vais représenter le diagramme de cette fonction, donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la courbe suivante. Donc pour θ égale 0, automatiquement EPP égale à 0. Et pour θ égale plus ou moins θ max, donc EPP est maximal. Et ça, son expression, c'est 1 demi MGL θ max au carré. Donc, on trouve la courbe suivante. EPP en fonction de θ. Voici les valeurs extrémales. Donc, ça, c'est θ max. Et ça, c'est moins θ max. Donc, on obtient, donc pour θ égale 0, donc elle est égale à 0. Et pour les deux, elle est maximale. C'est cette valeur. Donc, ça, c'est l'expression. Et lorsqu'on travaille dans les grandes angles, donc, dans ce cas, donc, on obtient la courbe suivante, puisque cosinus θ est maximal pour, donc, égal à 1. Donc, ça veut dire lorsque θ, il varie entre moins P et P. Donc, ça, c'est P. Et ça, c'est moins P. Donc, on trouve la courbe suivante. Donc, ça, c'est la courbe. Donc, la courbe de... Mais ce qui nous intéresse, on travaille toujours dans les faibles angles. Ça, c'est l'énergie potentielle de pesanteur dans le cas où θ est plus petit que 15 degrés. Et cette courbe est obtenue pour une valeur maximale qui est égale donc de MGL, de MG fois L, puisque cosinus de θ, donc c'est pas la peine de faire tout ce calcul. Donc ça, c'est l'expression dans le cas est grandes angles. Et voici la courbe de l'énergie potentielle de pesanteur pour le pendule, donc simple. Il reste maintenant à trouver l'énergie mécanique. Donc c'est la dernière partie de ce cours. Voilà. Donc c'est un calcul facile. Donc 3, 2, l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique, puisque le système étudié est sans frottement, donc l'énergie mécanique est conservative, c'est-à-dire constante. Donc l'énergie mécanique, c'est la somme de son énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Donc c'est 1 demi G delta θ point au carré plus M G L facteur de 1 moins cosinus θ. Et je vais remplacer G delta par M L au carré fois θ point au carré plus MGL facteur de 1 moins cosinus θ. Dans les faibles angles, donc je remplace cos θ par θ au carré sur 2. Donc on trouve quoi? Donc ça c'est l'expression de l'énergie mécanique. Donc dans le cas où θ est plus petit que 15 degrés, donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient cosinus de θ, c'est 1 moins θ au carré sur 2. Donc finalement, EM, c'est 1 demi M L au carré, θ point au carré, plus MGL fois θ au carré divisé par 2. Donc à partir de l'expression de l'énergie mécanique, je peux retrouver l'équation différentielle des pendules pesants. Ou bien question montrant que EM est conservative, c'est-à-dire constante. Elle garde la même valeur quel que soit T. Donc pour démontrer que M est conservative, donc il s'est fait de montrer que la dérivée de 1 par rapport au temps égale à 0. Donc en partant de cette expression, et je vais dériver cette expression. Donc égal, c'est 1 demi M L au carré. La dérivée de θ point au carré, c'est 2 fois θ point fois θ 2 points plus MGL. Donc la dérivée de θ, c'est 2 θ fois θ point divisé par 2.
Donc, après tout calcul fait, on obtient l'expression suivante. Voilà, donc finalement, la dérivée de m par rapport au temps est égale. Donc, en simplifiant par 2, on obtient m L au carré, θ point, θ 2 points, plus m G L, θ, θ point. Je factorise. Donc, il y a un facteur commun. Donc, m, L, et il y a aussi θ point. Donc, on obtient quoi? Il reste ici L, θ 2 points, plus G fois θ. Voilà, très bien. Et puisque ça c'est l'équation différentielle. Ça, c'est l'équation différentielle. L θ 2 points plus G θ égale à 0. Donc, ce terme est égal à 0. Donc, 0 fois ça, donc égale à 0. Et puisque la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps égale à 0, on trouve que EM est constante. Et cette constante n'est que soit l'énergie potentielle maximale ou bien, donc, cette expression, maintenant, comment je dois démontrer l'expression de EM? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a EM, c'est EC, c'est-à-dire c'est 1 demi. G delta, θ point au carré, plus, donc, G delta, donc je dois remplacer G delta par ML au carré, θ point au carré, plus 1 demi. Donc, 1 demi M, G, L, θ au carré. Très bien. Lorsque θ égale 0, donc lorsque θ égale à 0, donc EPP égale à 0, donc l'énergie mécanique revient à son énergie cinétique. Donc c'est 1 demi M, L, θ point au carré, qui est égal au C, donc je peux remplacer, c'est 1 demi M, L, θ point, donc max. Donc θ point maximal, elle est maximale. Donc θ point c'est 2p sur T0 au carré fois θ max au carré, puisque θ point max c'est tout simplement donc 2p sur T0 fois θ max. Donc je vais remplacer cette expression, c'est 1 demi M fois L, et 2p sur T0 au carré n'est que G sur L fois θ max au carré. En simplifiant par L, on obtient que EM égale EC max, qui est égal à 1 demi M G θ max au carré. Ça, c'est l'expression de l'énergie cinétique maximale qui est égale à l'énergie mécanique. Et ça aussi représente tout simplement, c'est l'énergie potentielle. Maintenant, lorsque θ égale plus ou moins θ max. Voilà, donc, voilà, lorsque θ égale plus ou moins θ max, alors que, dans ce cas, donc θ point max égale à 0. Et puisque θ max égale à 0, automatiquement l'énergie cinétique égale à 0. Donc l'énergie mécanique se réduit à son énergie potentielle de pesanteur maximale, qui est égale à 1 demi M G L θ max au carré. Donc je vais reprendre le calcul ici. Donc 1 demi G delta. Voilà, très bien, 2pi sur T0. Donc c'est 1 demi M, ici c'est L. Donc ML au carré, pardon, puisque ML au carré ici. Donc il reste ici un L. Voilà, donc ça c'est la même expression. 1 demi MGL θ max au carré. Voici la courbe de l'énergie mécanique. Donc les valeurs extrémales, bien sûr en fonction de quoi? En fonction de θ. Donc moins θ max, ici 0. On a vu que ça c'est, donc ça c'est l'énergie potentielle de pesanteur dans les faibles angles. Ça c'est l'énergie cinétique. Ça c'est EC. Et tout ça donc c'est une constante. Ça c'est l'énergie
mécanique, bien sûr, en joules. Donc, on a trouvé le diagramme énergétique de l'énergie mécanique. Donc, je peux trouver aussi donc, le diagramme énergétique en fonction des temps. Donc, il faut faire attention. Donc, avant de finir cette leçon, je vais faire une remarque. Remarque importante. C'est que, qu'est-ce que signifie le pendule? Le pendule simple, synchrone au pendule pesant. Pendule pesant. Donc, en donnant par exemple comme question, déterminer la longueur des fils pour que le pendule simple soit synchrone au pendule pesant. Donc, ceci signifie, c'est-à-dire, donc, la période propre des pendules simples est égale à la période propre des pendules pesants. On a vu que T0, donc, c'est 2P racine de L sur G. Et la période propre de P, donc, c'est 2P racine de G delta sur MG, donc M fois G fois OG. En donnant comme question, c'est chercher la longueur du fil pour que le pendule simple soit synchrone au pendule pesant. Qu'est-ce que ça veut dire synchrone ou bien isochrone? Ça veut dire ils ont la même période d'oscillation. En simplifiant par 2P, donc on obtient la fin. Voilà, on obtient L sur G égale G delta sur MG fois OG. En simplifiant par G, on trouve que L égale G delta sur M fois OG. Et ça, c'est la longueur de fil qu'on cherche pour que les deux pendules soient synchrones. Maintenant, il reste comment je dois déterminer la période propre des oscillations en connaissant le nombre d'oscillations. Donc, une autre remarque, c'est la remarque numéro 2, c'est que T0 égale delta T sur N. Donc, ça, c'est la remarque numéro 2. Remarque 2. Ça, c'est la remarque 1. T0 égale delta T sur N. Donc, N représente le nombre d'oscillations pendant delta T. Par exemple, en donnant que le nombre d'oscillations, c'est 10 oscillations. Pendant quoi? Pendant delta T égale par exemple 2,5 secondes. Et la question demandée, calculer la période propre des oscillations. Il suffit d'utiliser donc cette relation. Donc delta T, donc c'est la durée pour effectuer donc 10 oscillations. Donc c'est 2,5 divisé par 10 et on termine donc les différents types d'oscillations. Et maintenant, donc on va donc commencer une nouvelle capsule. C'est la capsule numéro 8 concernant ce qu'on appelle donc le phénomène de résonance.